avant de définir la zone humide, j'allais ouvrir dans les chefs de nos téléspectateurs que dans l'environnement, tout est lié à tout. Ce que nous voyons très bien fonctionner, c'est parce qu'il y a des soubassements qui font à ce que quelque chose fonctionne bien. Très bien. Les zones humides sont définies comme étant l'ensemble de milieux naturels ou aussi artificiels dans lesquels on peut trouver l'eau en une teneur ou une quantité supérieure à celle qu'on trouverait sur une terre ferme habituelle. Je prends l'exemple des endroits où généralement, quand il plaît, vous trouvez beaucoup d'eau. Ce n'est pas une rivière, mais il y a beaucoup d'eau. Et cette eau peut faire des semaines, voire même des mois. On appelle ça oasis. Oui, certaines oasis, ce sont des zones humides. Très bien, merci. Les bords de rivières. Il y a des zones où, lorsqu'il plaît en abondance, l'eau entre dans un certain coin. Ce n'est pas la rivière en soi, mais c'est une zone qui reçoit une quantité d'eau de surplus. Ces zones-là, ce sont des zones humides. Il existe aussi le mangrove. C'est une zone humide à Mwanda. Ce sont ces genres de milliers qui regorgent de l'eau, qui sont généralement à côté des rivières, qui regorgent de l'eau de pluie, qui peuvent faire des temps, et ils ont leur rôle sur l'environnement. C'est ce qu'on appelle de manière un peu globale des zones humides. Mais en dehors des milieux naturels, on peut aussi parler des zones humides qui sont artificielles, comme les étangs, Mazibabambisi. Ce sont des zones humides. Parce que, oui, on le trouve et on met de poissons et il y a de l'eau. En soi, une zone humide... C'est ça ce qu'on voit là? Oui, c'est ce que vous voyez là exactement. Merci pour la régie. C'est ça qu'on appelle des zones humides. Ce sont des endroits qui sont généralement gorgés d'eau et que dans un certain temps, cette eau-là peut aussi disparaître ou peut rester constante. Et ça a un très grand rôle à jouer pour la régulation du climat. Pour les bonnes positions, voilà, là c'est les mangroves. Ce sont les mangroves exactement d'ailleurs à Mwanda. Ici en RDC? Oui, en RDC chez nous. Les endroits très touristiques que vous pouvez aussi visiter. Et ces zones ont un très grand rôle, même dans les cycles de vie. En fait, je pense que je veux parler des importances aussi. Ce sont ce genre de milliers-là que l'on appelle des zones humides. Et ils sont presque partout. Ce n'est pas seulement à côté des océans, à côté des rivières. Même chez nous, à l'intérieur, dans les péturies, sur les longs là, vous voyez, il y a des berges qui sont là, qui regorgent un peu d'eau. Ce n'est pas sur la rivière, mais il y a un peu de l'air qui est là, et il y a de l'humidité. Il y a des formes de vie qui sont là-dedans, et ce sont des zones humides très importantes. Voilà. Il y a beaucoup d'oiseaux. Ce sont des zones humides et vous voyez déjà ce que ça donne. Ce sont vraiment les zones. Et hier, c'était la journée mondiale des zones humides. Vous l'avez bien dit, c'était en 1971 à Ramsar, c'est une ville de l'Iran au Moyen-Orient, en Asie. C'est là où s'était mise cette convention pour parler de ces zones, vu leurs importances sur le plan continental, mais aussi national. Très bien, le pays de Mahmoud Ahmadinejad, l'Iran, le pays que j'aime beaucoup sur le plan continental. Quelle est l'importance de la zone humide? Oui, très bien. La première importance, c'est un habitat de la biodiversité. On vient de nous montrer les images. Les oiseaux habitent dans... Beaucoup d'oiseaux qui sont marines habitent dans les zones humides. Parce que dans des rivières qui coulent comme ça, c'est un peu difficile pour qu'un oiseau trouve son demeure. Mais au moins dans des marais, dans des zones où l'eau est stagnante, à côté des rivières, c'est là où beaucoup d'oiseaux viennent habiter. C'est là où beaucoup d'amphibiens, les grenouilles, beaucoup de reptiles, beaucoup de serpents, même certains crocodiles habitent les marais. Vous avez vu, voilà. Ils habitent généralement des zones humides. Ça dépend de la profondeur. Il y a beaucoup de types de poissons. Je signale déjà que beaucoup de poissons que nous pêchons dans des rivières trouvent leur naissance dans les zones humides. C'est à côté des rivières parce qu'il n'y a pas assez de pression que les poissons viennent trouver les habitats, refuges, et ils pondent. Les tortues marines de grande taille qui viennent pondre à Mwanda, c'est une zone humide. Oui. Ils quittent très loin dans l'océan Atlantique, ils viennent pondre à Mwanda, et lors de l'éclosion de œufs, les petits des éléphants, des tortilles, ils rentrent dans l'océan, ils continuent leur cycle. On peut les voir dans des pays étrangers, mais ils ont pris leur naissance où? Dans les zones humides. C'est une nurserie, donc un endroit dans lequel on peut héberger beaucoup de formes de vie. C'est un habitat, c'est un habitat. Un habitat pour beaucoup de formes de biodiversité, des invertébrés y compris aussi. De deux, les zones humides sont là pour réguler les débits d'une rivière. Vous savez, ils jouent le rôle d'une éponge.
pour éviter ce qu'on appelle la crue, la croissance ou le débordement des rivières. Vous savez, quand il plaît et qu'il y a des inondations, des eaux entrent dans la rivière. Je prends l'exemple de la rivière Kassai. Il y a des eaux qui entrent là-dedans et ça peut entraîner des inondations par rapport à la hausse du niveau du fleuve. Mais qu'est-ce que ça fait? Il y a des zones humides qui captent ces eaux-là. Ils ont une possibilité comme des éponges. Ils absorbent de l'eau, voilà. L'image qu'on vient de nous montrer, c'est la plus grande zone humide de notre pays, la République démocratique du Congo. Elle s'appelle Tumbangiri Maïndombe. Tumbangiri Maïndombe. Oui. C'est la plus grande zone humide. Elle absorbe de l'eau. Vous voyez, tout autour, on prend de l'eau. Ça joue le rôle de l'éponge. Et pour qu'il n'y ait pas des débordements et qu'il n'y ait pas des inondations. Et ensuite, lorsque, par exemple, pendant la saison sèche, au lieu que la rivière sèche extrêmement, les zones humides commencent à libérer de l'eau qu'ils ont eu à engorger pendant la saison de pluie et régulent le débit de la rivière. Sinon, les rivières seraient en train de sécher. Et elles compensent. Ils compensent, voilà, aux pertes lorsque la rivière était en train de perdre de l'eau. C'est très important. Et l'autre rôle qui est d'ailleurs crucial par rapport au climat, c'est la régulation de la température. Comment les zones humides régulent la température? Peut-être avez-vous déjà entendu parler des tourbières? Très bien, merci. Ce sont de... Je ne suis pas sans religion. Merci beaucoup. C'est l'ensemble de la matière organique dans des forêts, des feuilles mortes, de parties des bois qui sont déjà morts, même des animaux qui ont subi une décomposition lente. Parce que généralement, la matière organique, lorsqu'elle tombe, c'est de la litière. Elle doit être transformée par les bactéries pour la transformer en humus. Et cette humus va passer en ce qu'on appelle la reminéralisation. Donc, cette humus va libérer les éléments, donc les nitrates par exemple et les phosphates, qui seraient assimilables, donc absorbables par les plantes pour que la plante ait la vivacité de pouvoir reproduire. Très bien. Mais qu'est-ce qu'il fait? Dans les zones humides, on trouve les conditions telles que lorsque les déchets tombent, ils ne peuvent pas se dégrader plus facilement à cause du degré de l'hygrométrie élevé, donc du degré de l'humidité élevé, dû à la présence de l'eau. Et lorsque les déchets ne se décomposent pas, ça crée un puits de carbone, parce qu'en soi, la matière organique, c'est le carbone. Et petit à petit, ça commence à s'accumuler et ça forme de véritables puits de carbone qui ne sont pas dégagés dans l'atmosphère pour accélérer les phénomènes du réchauffement climatique. Et on souligne que dans nos forêts, il y a autant et autant de tourbières. Et je signale déjà, pour vraiment capitaliser cette importance de tourbières, je signale que les tourbières en fait, séquestrent 2 fois plus de carbone que les forêts. Alors que les tourbières. Alors que les forêts occupent 30% de la surface de la terre ferme, mais les tourbières, ce n'est que 3%. Donc, plus il y a de l'humidité, plus il y a possibilité de créer des tourbières. Et les zones humides sont d'une importance très capitale dans la régulation climatique. Attends, Christelle, j'aimerais poser cette question pour avoir plus de précision. Est-ce qu'il y a une différence entre un terrain marécageux, les lits et une zone humide? Voilà, les marécages, c'est aussi des zones humides. Les lits de la rivière, c'est en soi là où se trouve l'eau qui coule. Ça, ce n'est pas le marécage, parce que c'est l'autique en fait. C'est l'autique, oui, parce qu'il existe des écosystèmes lentiques qui sont des genres des eaux comme les lacs. Et l'autique, c'est qui coule. Là, c'est les lits des rivières. Mais les marécages, ce sont des zones humides. Ce sont des zones humides qui jouent presque les mêmes rôles que je viens de parler. La seule différence, c'est celle-là. Il y a des animaux qui vivent là-bas, les Très bien. Je n'ai même pas, j'ai oublié aussi un rôle. Là, c'est les pigeons. Les pigeons sauvages. Il y a aussi les pigeons qui roucoulent. Les pigeons roucoulent, hein, qui roucoulent comme ça là. Voilà, c'est une zone coffee. Un autre rôle des zones humides, c'est la purification de l'eau. C'est l'auto-épuration de l'eau. Ce sont des zones humides qui absorbent certains polluants à côté, parce qu'en soi, est atténué dans les zones humides et cela a un avantage très important. Alors, sur le plan statistique en RDC, est-ce que nous pouvons compter combien? Les zones humides, il y en a autant, mais le plus grand, c'est celui, il y en a apparemment 3 grands à portée internationale. C'est que je viens de parler d'Ingiri, Maïndombe, etc. Mais il y en a autant. Ça, c'est à la portée internationale par rapport à la conférence des Ramsar, la convention des Ramsar. Mais sinon,
partout où il y en a. En Djili, les endroits où vous allez voir, il y a des endroits où il y a un peu moins bisobé, moins beau, oui, voilà. Là où on fait la riziculture, ce sont des zones humides. Oui. Ok. Il y en a, oui. Il y en a beaucoup en Boudi. Il y en a beaucoup. En Boudi, oui. En Boudi aussi, voilà. il y a des plantations de riz. Des plantations comme ça, ce sont des zones humides. Il y en a partout, mais ceux qui sont le plus réputés, vous voyez, là où la photo nous a montré de grandes étendues, et il y en a partout. Même dans les petits ruisseaux, il y a toujours des zones humides. Ce sont des endroits très importants. J'ai une préoccupation majeure, qui serait 2 minutes encore. Je suis tellement passionné. Tu es excité? Passionné, j'allais dire passionné. Alors, il y a un fonds qui est alloué. Après la conférence sur le climat, il y a toujours des fonds qui sont alloués pour la conservation de la biodiversité. C'est pas les fonds verts. Vous voyez, oui, pour la conservation de la biodiversité. Et parmi ces biodiversités, nous avons les zones humides. Oui. Est-ce que la RDC bénéficie aussi de ces fonds? Même si elle bénéficiait, mais est-ce qu'elle en fait bon usage? Bon, en fait, je n'ai pas suffisamment d'informations sur ce qui bénéficierait la RDC, mais je crois le fait que déjà qu'on répertorie des zones humides dans notre pays, ça prouve à combien l'importance de la conservation de ces zones intéresse même les côtés internationaux. Mais je crois que c'est une zone qui n'est pas du tout valorisée. Ces importances. Vous savez, c'était hier. Aucune activité officielle n'a été organisée. Les ministres et des missionnaires, il faut qu'on se le dise, le gouvernement. Non, il assume les fonctions Maître Moïse mais il assume Non, mais avant ça, il y avait rien. Je pense que la fois passée, il y avait... Bon, je ne compare pas les ministres, je dis ce que je vis. Il y a le ministre des hydrocarbures qui a organisé une conférence sur comment on pouvait investir dans le secteur des hydrocarbures. Mais il est déjà aussi partant. C'était quand? Non, c'est dernièrement, il y a peut-être 3 jours passés. 3 jours passés et je crois qu'on devait aussi organiser... Le ministre est dépassé. On peut dire ça comme ça. Bon, désolé, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne peux pas répondre à sa place, mais je crois qu'il n'y a pas vraiment une grande importance attachée. Vous savez que beaucoup de Congolais ne savent pas ce que c'est une zone humide. Oui, oui. Ils ne savent pas, alors qu'ils vivent à côté des... Peut-être, bon, ils vivent à côté des zones humides, ils ne savent pas exactement c'est quoi leur importance, et il y en a qui peuvent les menacer. Et je crois que c'est le temps pour nous d'en parler. Il y a aussi une préoccupation. Est-ce qu'une zone humide, après peut-être 5, 10, 11 ans, les habitants cherchent toujours le bien-être. Un habitant ou une personne cherche toujours son bien-être. Il a un peu d'argent, il veut construire. Et il vient par exemple, il construit un immeuble dans cette zone. Est-ce qu'il y aura des conséquences fâcheuses? C'est pour cette raison, aujourd'hui, après un siècle, la France a perdu 50% de ses zones humides. 50% en France, oui. Il y a un siècle qui est passé. Comment, pourquoi? C'est par rapport à l'urbanisation, vous l'avez bien dit, par rapport à l'artificialisation des milieux naturels. Ça a créé ces problèmes de perturber le fonctionnement des milieux naturels. Il y a des gens qui aiment faire l'agriculture presque partout. Et quand ils entrent dans les zones humides, ils en touchent, il y a des conséquences. Il y a des gens qui... Il y a même d'autres qui ont construit des maisons. Oui, ils ont construit. Je suis allé chez nous, il y avait des étangs. Oui. Mais j'ai trouvé aujourd'hui des maisons. Voilà. Oui. J'étais en bout de samedi. Il y a des gens qui remblayent les zones humides et ils construisent des maisons. Et cela, ils touchent à la partie des niches écologiques et ça crée des problèmes sur que nous consommons proviennent des zones humides. En soi, je peux dire généralement que les zones humides ne sont pas nuisibles. Au contraire, ils participent au bon cycle de la vie. En quoi les zones humides deviennent nuisibles? C'est lorsque les hommes cherchent à les nuire. Je prends l'exemple. Vous venez vous construisez la maison à côté des zones humides. Toutes vos fosses septiques, vous les dirigez vers les zones humides. Les matières fécales, les déchets sont dans les zones humides. Vous voyez? Parce que là, on ne coule pas. C'est comme un étang, c'est stagnant. Les trucs vont se décomposer. La matière va se décomposer et ça va dégager des odeurs. Ça va créer des maladies et vous en souffrez. Donc c'est vous qui commencez à nuire les zones humides, ensuite elles vous nuisent en retour, l'effet retour. Les zones humides nuisent à l'homme, commence par nuire l'homme parce que nous on peut être là, je construis ma maison, il n'y avait pas de zones humides et après quelques temps avec des érosions ou la pluie et tout, problème de route et tout, il y a maintenant des zones humides.
Il y a des eaux qui stagnent là et tout. Ça crée maintenant des zones humides. Dis-moi un peu. Il existe d'une part la méconnaissance scientifique de l'homme. Regardez, généralement dans les endroits où il y a des zones humides, ce sont des emballages en plastique et sachets biodégradables suite à la santé et maladies périssables. Il a ajouté qu'il aurait des lourdes amendes seront infligées aux personnes qui jetteront le bouteille et sachets dans les endroits publics. Voici ma question. Et voilà, nous allons entrer en contact avec le service de communication de l'Hôtel des Villes qui va nous donner plus de précisions par rapport à cette nouvelle. Salut Epiday, j'aime beaucoup votre émission, merci beaucoup. Salut Télévision. Salut, c'est juste vous signaler ma présence que j'ai cherché espérant pour mettre l'ambiance et je suis content malgré là-bas à l'Obéli, infidélité à côté Limibali fort. Ah ouais, Tozo la caca. J'étais invité à Sango. C'est en madame, ouais. C'est là-bas que je m'adore. Il m'a suivi là-bas. Il m'a encore suivi ici. À lundi au tiers. Voilà. La commune d'Engaba et le quartier Mombele, ce sont les zones humides. Oui, en quelque sorte. Mais qui ont été artificialisées, ce qui a créé un peu de problème. Je crois qu'il y en a même qui en souffrent des inondations après un certain temps. Et il y a une bonne population là-bas. Apparemment aussi une partie des Bumbu aussi. Il y a aussi une bonne partie de Bumbu qui est comme ça. Il y a une grande partie des Moudi comme ça aussi. Il y a Ngaliema derrière.